Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau studio et dans ce nouveau format digital. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur les temps forts de l'été et de détailler nos convictions pour la fin de l'année 2021. Depuis maintenant plusieurs mois, nous avons observé un fort rebond de l'économie mondiale grâce au déploiement des politiques budgétaires et monétaires et puis grâce à la progression de la vaccination qui a permis la réouverture progressive des économies. Ce rebond économique massif et les problématiques d'approvisionnement ont provoqué également un rebond de l'inflation, qui constitue aujourd'hui un phénomène extrêmement commenté sur les marchés financiers. Mais vous le savez, l'accès à la vaccination n'est pas généralisé et on observe aujourd'hui des disparités fortes dans les dynamiques de croissance et d'inflation des différentes zones géographiques. En matière de croissance, pour les pays développés, les perspectives ont été sans cesse rehaussées depuis le début de l'année et nous arrivons maintenant à la fin de cette accélération. La Chine, de son côté, a fait un ralentissement assez net de sa croissance économique. Du côté des politiques monétaires, la disparité économique que je mentionnais tout à l'heure implique également des disparités dans les cycles monétaires. Certains pays ont commencé la réduction de leur rachat d'actifs, comme le Royaume-Uni, le Canada et même l'Australie. D'autres, comme les pays émergents, certains pays émergents, ont déjà remonté leur taux directeur en réaction à un rebond de l'inflation. Et puis du côté de l'Europe et des États-Unis, la Fed, la BCE, sont restées très prudentes et ralentiront prochainement leur programme de rachat d'actifs. Alors aujourd'hui, quels sont les risques ? Clairement, le risque sanitaire, avec, disons, un variant moins contrôlé qu'aujourd'hui, est un risque important. Et puis je citerai également le pilotage des banques centrales qui aujourd'hui se doit d'être un sans faute. Dans cet environnement, voici les thématiques que nous préférons. Premièrement, classe d'actifs du haut rendement. Deuxièmement, les actions. Et puis ensuite, une thématique plus transversale qu'aujourd'hui personne ne peut ignorer, l'ESG. Pour parler de la classe d'actifs à haut rendement, j'ai le plaisir de recevoir Paul Gurzal, qui est responsable de la gestion crédit à la française. Bonjour Paul. Bonjour Jean-Luc. Alors Paul, l'environnement de taux extrêmement bas signifie pour les investisseurs, encore et toujours, la recherche de rendement. Et cela favorise évidemment les actifs à haut rendement. Alors est-ce que tu peux nous donner une petite analyse du contexte et puis tes perspectives, tes convictions pour l'avenir ? Tout à fait. Sur le haut rendement, quand on regarde les performances depuis le début de l'année, que ce soit sur la dette subordonnée ou sur le haut rendement corporate, on a des performances qui se situent entre 4 et 5%, bien au-delà du crédit investment grade ou des taux sans risque. Le crédit investment grade affiche des performances à 0+. Alors performance positive malgré la crise, en fin de compte, comment on peut expliquer ce phénomène ? La crise a été très brutale, mais très rapide. Les contraintes de leur financement qui ont porté sur les entreprises non financières, à haut rendement, a été très courte dans le temps. L'action des banques centrales combinée au plan de relance des États ont permis à ces entreprises de retrouver du financement peu cher très rapidement. Aujourd'hui, preuve en est, les volumes de primaires sur le marché high yield européen n'ont jamais été aussi élevés. On va franchir des niveaux records, on pense, d'ici à la fin de l'année. Nous étions très positifs sur le haut rendement et nous restons positifs sur le rendement pour la fin de l'année 2021. Tout à fait. Quand on regarde les fondamentaux des entreprises ou même des banques, ces fondamentaux sont très positifs. L'évolution est très favorable. Le niveau de taux de défaut sur les entreprises à haut rendement est extrêmement faible aujourd'hui, en dépit d'une petite poussée pendant la crise. Et on pense qu'à horizon 12 mois, 12-24 mois, ce niveau de taux de défaut va se maintenir sur des niveaux extrêmement faibles. Quand on regarde un indicateur très utile pour les gérants sur la partie haut rendement, c'est la dette nette des entreprises, c'est la dette dite brute plus le niveau de cash. Cette dette nette est revenue sur les niveaux de pré-crise. Donc d'une certaine manière, pour les entreprises high yield, je ne veux pas dire que la crise est effacée, mais en tout cas, on voit en aucune manière une dégradation significative des fondamentaux. Et sur les banques, c'est un peu le même constat. Le niveau de solvabilité est extrêmement élevé. Les défaillances dans les bilans bancaires sont très faibles, le coût du risque est très faible et les niveaux de provisionnement sont très élevés. Donc on n'a pas eu de défaut pendant la crise, on s'attend à 0 défaut également pour les mois à venir. Conviction positive, donc c'est parfaitement clair. Merci Paul. Merci Jean-Luc.
Pour parler de l'investissement durable, j'ai le plaisir de recevoir Maude Minuit, responsable de la gestion obligataire, et Paul Gurzal, responsable de la gestion crédit. Bonjour Maude, bonjour Paul. Bonjour Jean-Luc. Alors je ne vous apprends rien, l'investissement durable dans le marché obligataire n'est pas simplement une thématique, mais c'est un véritable changement de paradigme. Alors est-ce que vous pouvez chacun sur votre classe d'actifs nous détailler ce changement majeur ? Nous assistons à une multiplication des événements climatiques et le coût des dommages est de plus en plus important. Cette tendance va perdurer si rien n'est fait au niveau des États concernant le réchauffement climatique de notre planète. Le marché des obligations labellisées, qu'elles soient vertes, sociales ou durables, est en forte croissance et finance la transition verte. Sur l'année 2021, à fin juillet, 150 milliards de dollars d'émissions ont été placées. C'est peu ou prou le même montant que sur toute l'année 2020. Nous nous en réjouissons. Toutefois, si l'on rapproche ce montant des 173 milliards de dollars d'investissement en énergie, en infrastructure à horizon 2050 nécessaires dans le scénario 1,5 degré, on comprend aisément que cette croissance doit accélérer. L'Europe, quelques pays émergents se démarquent d'ores et déjà. Paul, où en est cette transformation sur le marché du crédit, de la dette d'entreprise ? Comme le dit Maude, sur ce marché-là, sur les obligations labellisées, les montants émis explosent cette année, sont déjà au-delà des montants émis en 2020. Et on sent une transformation du marché très rapide et finalement très bénéfique. On a plutôt tendance même à dire que ce n'est pas une transformation, mais plutôt une révolution. On pense que le marché de crédit traditionnel va être remplacé très rapidement par les obligations labellisées, avec un focus très spécifique et très présent des investisseurs pour l'aspect climatique, évidemment, l'urgence climatique. Et donc les investisseurs et les entreprises font aujourd'hui le travail d'aller plus loin, de qualifier les projets et de qualifier aussi, de la part des investisseurs, les entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui ne font pas suffisamment d'efforts. Alors Maude, en tant qu'acteur engagé, quelles sont nos convictions sur ce marché, en particulier sur les choix pays ? Depuis le début de l'année, des pays gros émetteurs de gaz à effet de serre, comme les États-Unis, la Chine, ont fait des annonces prometteuses. L'Europe est clairement leader dans la transition énergétique et un certain nombre de pays émergents s'y sont également bien engagés. Nous privilégions bien entendu l'investissement dans les dettes des pays les plus engagés dans la transition énergétique et notamment dans les énergies renouvelables. C'est le cas du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Italie pour l'Europe. L'administration de M. Biden, dont le pays a d'ores et déjà été réintégré aux accords de Paris, a également fait des annonces prometteuses, mais nous attendons de constater les premiers effets de ces investissements. Dans le monde émergent, un pays comme la Roumanie s'est d'ores et déjà engagé à sortir du carbone à horizon 2032. Paul, est-ce que tu peux nous dire où en est cette révolution sur le marché du crédit dans sa structure ? On voit très clairement trois tendances se dégager aujourd'hui. La première, c'est une diversification des secteurs et des entreprises sur ce marché-là. En premier lieu, sur la partie investment grade, on voit des secteurs de plus en plus intensifs en carbone venir émettre, et ça c'est plutôt positif. La deuxième chose, c'est qu'on voit beaucoup d'entreprises high yield commencer également à émettre. Et donc, d'une certaine manière, ça nous apporte, en tant qu'investisseurs, pour nous, beaucoup de diversification. La deuxième tendance de fonds notable, c'est sur les obligations soutenables, où on voit les volumes d'émissions aussi progresser de manière significative. Et pour nous, en tant que gérants, pour donner du sens à ce qu'on fait, on arrive plus facilement, du coup, sous ce format-là, à lier les projets et la performance financière des obligations. Et la troisième tendance de fond, très clairement, c'est une standardisation de toutes ces dettes-là sur le marché, et en priorité sur la partie obligations vertes, où la BCE a mis en place des exigences concernant le futur cadre des obligations vertes et la taxonomie européenne. Donc tous ces facteurs sont extrêmement positifs pour la visibilité et le développement à venir de ces marchés. Aucun doute, ce sujet fait partie désormais de votre quotidien. Merci beaucoup Maude, merci beaucoup Paul. Merci. Merci. Merci.
Pour parler des actions, j'ai le plaisir d'accueillir Nina Lagron, responsable de la gestion actions large capitalisation. Bonjour Nina. Bonjour Jean-Luc. Alors, le rebond du marché actions a été totalement exceptionnel. L'indice S&P 500 a tout simplement doublé depuis le point bas de mars 2020. Et cet été, cette performance s'est poursuivie. Alors finalement, quelles sont les projections que l'on peut faire à horizon fin d'année 2021 ? En effet, le marché des actions mondiales a été vraiment très solide depuis le début de l'année 2021, notamment porté par l'augmentation continue des perspectives et prévisions de croissance des bénéfices des entreprises. Les différents indices globaux ont progressé entre 20 et 26%. Or, il faut garder en tête que la volatilité entre style et secteur a vraiment été très très forte. C'est-à-dire, en début de l'année, les valeurs fortement cycliques ont vraiment dominé, accompagnant et alimenté par la reprise économique. Ça jusqu'au printemps. À partir du printemps, le marché est devenu beaucoup plus défensif. Tout ça dans la hausse. Actuellement, compte tenu des niveaux de valorisation relative toujours raisonnables, nous gardons un focus constructif sur les actions. Nous privilégions des marchés très cycliques tels que la zone euro, le Royaume-Uni, mais aussi le Japon, au détriment des États-Unis, un marché relativement cher et trop défensif dans cette phase économique. Par ailleurs, dans les thématiques, nous sommes toujours fortement positionnés sur la transition énergétique. D'un côté, enjeu majeur, mais aussi opportunité pour les entreprises. À quelques semaines de la COP26, les facteurs extra-financiers deviennent des éléments clés de la performance pour les entreprises qui doivent faire face à la double matérialité. C'est un point très intéressant. La thématique environnementale génère de la performance sur les marchés d'actions et ça va se poursuivre, c'est notre conviction. Est-ce qu'on peut dire un mot des petites capitalisations ? Le premier semestre a été le plus fort depuis 1998 pour le CAC 40, qui d'ailleurs a pratiquement retrouvé ses points les plus hauts Absolument. depuis l'année 2000. Or, la hausse de marché des plus petites valeurs a été moins prononcée, avec un record des introductions en bourse. À l'origine de cette sous-performance relative sont des craintes inflationnistes, avec des réflexions sur les taux et éventuellement une bulle économique. Or, nous pensons qu'actuellement, les conditions de marché sont tout à fait favorables au rattrapage des petites valeurs. D'abord, nos plus récentes communications avec les entreprises confirment la continuité des bonnes perspectives économiques jusqu'à la fin de l'année et même voire au-delà. Et deuxièmement, le marché des grandes capitalisations et le marché directeur qui surperforment notamment en début de cycle de reprise économique et tout à la fin de cycle. Et généralement, les petites capitalisations suivent et amplifient le mouvement. Parfait, merci, c'est très clair. Merci beaucoup Nina. Les indicateurs économiques du deuxième trimestre 2021 ont démontré un rebond massif de la croissance mondiale. Aujourd'hui, les catalyseurs positifs vont se faire de moins en moins nombreux, mais nous pensons qu'il faut rester confiant sur la tendance économique, notamment sur celle des économies développées. Le sujet de l'inflation devient central. Il sera scruté par les marchés, car il détermine notamment les ajustements monétaires à venir. De notre point de vue, même si les perspectives d'une baisse de l'inflation se décalent dans le temps au-delà de 2021, nous continuons de penser qu'aucun cycle inflationniste durable ne se mettra en place et donc que les banques centrales pourront réduire leur programme d'achat d'actifs de façon régulière. Dans un contexte de taux qui reste extrêmement bas, nous restons positifs sur les obligations d'entreprise compte tenu des fondamentaux bien orientés et des taux de défaut qui restent extrêmement bas sur le high yield et qui vont continuer à être extrêmement bas. Enfin, pour les actifs ESG, qu'il s'agisse des obligations ou bien des actions, eh bien, ils vont continuer de profiter
de l'action exponentielle des régulateurs pour surperformer grâce aux flux qui vont être générés. Du côté des actions, au vu des valorisations actuelles, nous privilégions la zone euro et le Royaume-Uni qui vont bénéficier de la poursuite du cycle économique. Et enfin, pour les petites et moyennes capitalisations françaises, nous pensons qu'elles devraient rattraper le retard qu'elles ont accumulé en 2021 face aux grandes capitalisations. Merci à tous et à bientôt.